Présenté par l'AQT, directement des coulisses de la communauté techno-numérique québécoise, voici On parle techno. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode d'On parle techno. Aujourd'hui, pour souligner le mois de la sensibilisation de la cybersécurité, nous parlerons des bonnes pratiques en la matière. Comment impliquer nos employés en milieu de travail pour éviter les cyberattaques, la circulation des courriels sensibles, les mots de passe, la sécurité dans le travail à domicile, comment développer des réflexes qui permettent de diminuer des risques. Nous allons en discuter avec un expert en la matière, Théo Zafirakos. Bonjour Théo. Bonjour Nicole. Vous êtes un CISO, donc un responsable de la sécurité des systèmes d'information expérimentés. Vous êtes un conseiller en cybersécurité. Vous êtes aussi un expert en stratégie de sensibilisation à la sécurité, en gouvernance et en confidentialité. Vous travaillez avec les leaders de la sécurité du monde entier. Vous êtes responsable des politiques internes et des initiatives de sensibilisation en cybersécurité chez Terra Nova Sécurité. Terra Nova Sécurité qui, depuis 20 ans, donne aux organisations à travers le monde des moyens de mettre en œuvre des programmes de formation qui modifient les comportements des utilisateurs, notamment pour lutter efficacement contre les cybermenaces. Qu'est-ce que vous observez en termes d'évolution? On sait que les cyberattaques se multiplient, se diversifient. Est-ce que, d'autre part, les entreprises sont de mieux en mieux protégées ou responsabilisées face à la situation? Comment vous voyez que ça évolue de ce côté? On voit que l'évolution de cybermenaces continue. Puis aussi, le travail à distance, le travail hybride aussi, exerce une plus grande pression aux équipes TI, puis aussi aux utilisateurs qui travaillent à distance. Beaucoup de fois, les organisations mettent du focus sur la technologie, mais pas assez d'attention sur la sécurité puis l'augmentation de connaissances utilisateurs. Les cybermenaces vont continuer d'évoluer. L'utilisation de technologies va continuer à augmenter de plus en plus dans notre vie, soit professionnelle, soit personnelle. On est connecté, on fait plus en ligne. Chaque fois qu'on est exposé avec des services en ligne, mais on est exposé à plus de cybermenaces. C'est pour ça qu'il faut faire attention au côté professionnel puis au côté personnel. On voit que la majorité du monde, ils sont plus concernés avec le côté personnel. Puis ils pensent que c'est la responsabilité d'équipe TI de s'en occuper de la sécurité au travail, mais vraiment, c'est la responsabilité de tous parce que ça prend tout le monde d'assurer la protection de l'organisation en créant une culture de cybersécurité. Très intéressant. En effet, c'est une responsabilité partagée. J'aimerais ça qu'on aborde peut-être les deux côtés de la médaille. Qu'est-ce que les entreprises peuvent faire? Comment les dirigeants d'entreprise peuvent mieux préparer leur équipe à sensibiliser justement à la cybersécurité? Ensuite, on abordera le point de l'employé lui-même. Oui, ça commence en premier avec le soutien de la direction, qui est la première étape qui est très importante, d'avoir le support de la direction, de mettre un programme de sensibilisation, puis de dire que oui, la cybersécurité, la sensibilisation, c'est une priorité de notre organisation, de l'entreprise. Ça commence avec cette première étape. Comme ça, ils vont allouer les ressources nécessaires pour mettre en place puis gérer un programme de sensibilisation. Parce qu'un programme de sensibilisation, c'est un processus, une activité qui est continue. Il n'y a pas un fin. Il faut continuer à développer de stratégies de sensibilisation pendant des années, puis aussi à s'assurer qu'on a une équipe qui va supporter le programme de sensibilisation. On peut pas donner notre programme à une personne puis lui dire ou elle dire vas-y, gère le programme de sensibilisation. Ça prend l'équipe des RH, de communication, de marketing, la direction pour mettre un programme qui va toucher tout le monde. Ça, c'est la première étape que les organisations peuvent faire. Puis aussi, selon l'industrie, avoir des stratégies spécifiques qui vont les aider à faire le déploiement de leur programme de sensibilisation. Parce que c'est pas toutes les industries qui sont les mêmes, qui ont les mêmes capacités, le même temps à allouer à un programme de sensibilisation. Par exemple, un manufacturier ne peut pas demander au personnel qui travaille à l'usine d'arrêter leur travail pour faire la sensibilisation. Mais il faut accorder peut-être du temps avant ou à la fin du cas de travail, de dire, OK, vous allez faire 5 ou 10 minutes avant de partir pour la journée. Dans le secteur de l'éducation, où les professeurs travaillent très longues heures, on ne peut pas nous demander de faire plus de formations, mais il faut allouer du temps. Par exemple, dans des journées pédagogiques, on peut organiser un 15-20 minutes pour faire la sensibilisation durant cette journée. Ça, c'est du côté organisation. Du côté travailleur, mais on voit que beaucoup de travailleurs ont l'appétit
de faire la sensibilisation, mais très souvent, il n'est pas offert dans le lieu de travail. Puis les organisations devraient prendre cette action d'offrir la sensibilisation au travail, mais aussi notre gouvernement fait prendre des actions, puis soit au niveau du Canada ou au niveau du Québec, pour sensibiliser les gens. Il y a des sites sur l'Internet qu'on peut utiliser comme individu pour apprendre comment reconnaître les cybermenaces, puis c'est quoi les bonnes pratiques qu'il faut appliquer, pas seulement pour nous, les bonnes pratiques qu'il faut communiquer à ceux autour de nous, soit nos collègues, soit nos familles ou nos amis. Vous avez évoqué en début de conversation qu'avec la recrudescence là, du travail à domicile ou le travail hybride, il faut encore plus travailler sur la sensibilisation. Mais est-ce que vous êtes en mesure d'observer qu'il y a une corrélation qu'on peut faire, mettons, entre les cyberattaques et la recrudescence du travail hybride ou à domicile? Oui, avec le commencement de la COVID, on a vu une augmentation de cybermenaces qui ont ciblé les travailleurs à la maison, aussi dans le contexte de COVID. Puis, qu'est-ce qui se passe quand on travaille à la maison? On perd un niveau de sécurité qui est là qu'on est au bureau. Peut-être il n'y a pas la même sécurité technique ou physique qui est en place. Maintenant, on est à domicile. C'est nous qui est l'administrateur de notre réseau à la maison. Est-ce qu'on a mis les bons contrôles en place dans le réseau résidentiel au même niveau qu'au réseau au travail? Un autre défi du travail à distance, c'est qu'on n'a pas un collègue à côté de nous où on peut facilement le demander de valider quelque chose, ou si on a une question sur une meilleure pratique ou on n'est pas certain d'un courriel suspect, puis peut-être on va agir un peu plus vite sans demander à un collègue. Et le défi avec la sensibilisation aussi, parce que maintenant, il faut être un peu plus créatif, la façon qu'on fait la sensibilisation. Est-ce qu'on fait des webinaires pour tout le monde qui travaille à distance? Est-ce qu'on offre des produits qui sont accessibles de n'importe où, sur n'importe quel appareil, à tout moment de la journée? Puis il faut penser aussi comment on va livrer notre programme de sensibilisation aux travailleurs à distance. C'est quand même assez effrayant ce que vous me dites là, parce que je me mets à la place d'une PME quand vous dites c'est l'individu ou le travailleur qui est comme responsable de la sécurité de son réseau à la maison. Comment une entreprise peut exercer un certain contrôle, entre guillemets, mais comment l'entreprise peut s'assurer que ces données ne sont pas compromises par la multitude d'employés qui sont à la maison? À part de la sensibilisation, puis éduquer les travailleurs sur la façon de travailler, la façon d'accéder les données, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Ça, c'est la première étape. Mais après ça prend aussi les contrôles techniques qu'il faut mettre en place. Réserver l'accès aux données sensibles à partir des appareils de l'organisation, ça c'est un exemple. Activer l'authentification à multiples facteurs, la vérification en 2 étapes avant d'accéder les données sensibles. Il y a aussi des organisations qui vont pas permettre aux utilisateurs de télécharger les données sur un poste personnel pour éviter la fuite des données, puis s'assurer que les gens sont informés de comment sécuriser le réseau à la maison, comment mettre un mot de passe sur le Wi-Fi qui est sécurisé, qui est connecté, la mise à jour des appareils qui sont à la maison. Donner un peu un guide pour les personnes qui travaillent à distance, comment faire. Puis, comment est-ce qu'on fait pour se procurer justement ces guides-là où il doit y avoir, moi j'appelle ça mes to-do list, là, mais est-ce qu'il y a des Oui, mais ouais, c'est ça, mais c'est le service professionnel puis de sécurité comme celui de Terranova qui offre ces guides. Mais tout expert de TI ou de connaissances peut vous fournir ce type de guide pour les travailleurs à la maison, les meilleures pratiques. Nous, on offre aussi quelques guides sur notre site qui sont gratuits pour tous ceux qui s'intéressent. Mais il y a plusieurs façons de procurer ces guides. Mais un expert de sécurité ou un expert en TI pourra vous fournir ces guides. Dans les derniers mois, on a beaucoup parlé là, des cyberattaques là, qui ont affecté des grandes organisations. Certainement que c'est la pointe de l'iceberg, puis on n'entend pas parler des plus petites organisations. Donc ça, c'en est une menace en cybersécurité. Y a-t-il d'autres cybermenaces desquelles on devrait se préoccuper? Je pense peut-être à l'identité des renseignements personnels. Oui, c'est que le cybercrime est devenu très lucratif. Puis les criminels le font plus pour faire l'argent. Ils vont cibler toute information, tout système, toute donnée, toute organisation qui peuvent aider à atteindre ce but
de faire de l'argent avec l'extorsion de données, les rançons logiciels qui vont bloquer les opérations. Ça c'est d'habitude un logiciel malveillant qui va infecter les réseaux, puis toutes les postes de travail, puis peut-être aussi les serveurs, puis les rendre inopératifs. Puis là, ils vont demander un rançon. Ça, c'est la cybermenace numéro 1 qui peut avoir le plus grande interruption dans les services que vous offrez, qu'il faut faire attention. Il peut être livré de façon technique, mais aussi il peut être livré en ciblant une personne qui va ouvrir un courriel suspect puis va cliquer sur un lien pour il va ouvrir un attachement. C'est pour ça que ça prend les solutions techniques puis aussi la sensibilisation pour vous protéger contre ce type de cybermenace. La protection des données personnelles pour commettre le vol identitaire, encore une façon de faire de l'argent. Il faut protéger nos propres données, mais aussi protéger les données des autres qu'on a accès. Il faut avoir des contrôles techniques pour protéger les données, contrôler qui a accès à ces données, accorder l'accès au minimum de personnes possible, mais aussi mettre de contrôle en place ce côté procédure, puis éduquer nos gens de ne pas contourner les procédures quand on accède ou on traite les données personnelles. Surtout avec la loi 25, ça devient plus important. J'allais justement l'aborder parce que c'est une autre responsabilité qui incombe à l'entreprise à nouveau, aux dirigeants d'entreprise, l'implantation de la loi 25. Oui, puis la loi 25, c'est des choses qu'en général, la majorité des organisations le font déjà plus ou moins, mais pas d'une façon si formelle. Maintenant, on doit formaliser nos processus, avoir des preuves puis démontrer qu'on protège les données. Ça va devenir important aussi pour les petites entreprises, quand ces petites entreprises sont de fournisseurs aux grosses entreprises. Parce que maintenant, les grosses entreprises vont demander à leurs fournisseurs, est-ce que vous suivez la loi 25? Démontrez-nous que vous la suivez si vous allez traiter nos données confidentielles. Puis ça devient important pour tout le monde. Puis des fois, c'est plus difficile pour les petites entreprises de mettre de gros processus puis beaucoup de contrôle en place parce qu'ils n'ont pas les main-d'œuvre de faire tout ce travail. Puis ça affecte tout le monde plus ou moins de la même façon quand vous accédez ou quand vous offrez des services à des grosses entreprises qui sont soumises à la loi. Quand vous conseillez des entreprises, est-ce que vous observez des changements ou des tendances qui sont motivées justement par des mesures de sécurité? Je pense par exemple à l'utilisation du SAS. Là, il y a quelques années, c'était à des fins de productivité, rationaliser un peu les serveurs au sein des entreprises. Maintenant, on se tourne vers l'info nuagique. Est-ce qu'on observe des comportements différents des acheteurs, justement, pour se prémunir de la cybersécurité? Oui, c'est ça, parce que oui, l'info nuagique peut nous offrir presque le tout dans un forfait, incluant la sécurité. Il faut faire attention dans la sélection de nos fournisseurs, faire une sélection de fournisseurs qui peut être conforme aux requis de la loi. Mais oui, beaucoup des entreprises, des petites entreprises vont aller vers l'info nuagique parce que non seulement on a la solution puis la fonctionnalité, mais ça va nous offrir beaucoup plus de sécurité que nous pouvons faire nous-mêmes. Pour les PME, c'est une solution acceptable. Mais il faut faire attention dans le choix de solutions. Vous avez parlé un peu plus tôt de gestes simples qu'on peut poser là, pour augmenter nos pratiques en matière de cybersécurité comme l'authentification à double facteur. Si vous aviez une boule de cristal, il y a d'autres pratiques que vous voyez apparaître là, qui sont sur le point d'être ou peut-être déjà en opération? Mais la majorité des cybermenaces qui ciblent les utilisateurs sont livrées soit par courriel ou soit par un site web malicieux. Qu'est-ce qu'il faut commencer à comprendre, c'est de comment connaître le domaine de l'expéditeur ou le domaine de la site web qu'on visite. Parce que beaucoup de fois, les cybercriminels vont replacer des caractères dans le domaine ou ajouter des mots. Puis là, ça crée de confusion. Puis il faut commencer à comprendre c'est quoi la différence entre un domaine d'adresse officielle versus un qui n'est pas légitime, qui est frauduleux. OK. Puis avec ça, on va pouvoir reconnaître plus facilement si un site web ou un courriel est légitime ou non. Beaucoup de fois, on s'appuie soit sur le site web qu'on voit elle-même. On ne regarde pas très souvent à la barre d'adresse. On ne voit pas si elle est sécurisée avec HTTPS. On ne voit pas s'il y a un cadenas. C'est là où il faut porter attention en premier avant de regarder le site web parce que le site web peut être usurpé très facilement. Mais l'adresse web officielle,
c'est plus difficile. La même chose avec l'expéditeur de courriel. Dans une adresse de courriel, mais on peut ajouter un descriptif qui peut être n'importe quoi. Mais la vraie adresse avec le A commercial, c'est plus difficile à usurper. Puis c'est là, il faut regarder c'est quoi l'adresse officielle de l'expéditeur avec des mots passe forts, l'authentification multifacteur, puis la reconnaissance des domaines email web. On va se protéger contre 95% des attaques. J'allais vous demander un ou deux conseils simples qu'on peut mettre en pratique dès demain matin, en fait, dès aujourd'hui. Ouais. Vous venez de m'en donner deux. En avez-vous un troisième? Oui, et le troisième, ça serait de protéger votre poste de travail avec les mises à jour, soit votre appareil mobile, vos téléphones, vos portatifs, avec des mises à jour. Puis aussi, faire attention quand vous téléchargez puis installer des applications qui viennent de sources officielles. Puis faire attention aux applications qui vous demandent trop d'accès sur votre appareil. Si vous installez un jeu qui vous demande accès à vos contacts, mais peut-être que ça ne serait pas une bonne idée. Puis vos contacts vont impliquer que vous n'avez pas partagé leur adresse courriel avec une application suspecte qui vient de n'importe où. Merci beaucoup, Théo Zafirakos, pour cette conversation, ces conseils judicieux. J'espère que ça va avoir éclairé nos auditeurs en la matière. C'est ce qui met fin à notre capsule d'aujourd'hui, à moins que vous ayez d'autres observations à partager avec nous pour la fin. J'espère que je vous pas fait trop peur, mais on a le contrôle. C'est à nous à décider qu'est-ce qu'on fait. Ben moi, j'aime le fait qu'avec la mise en place de quelques pratiques de base, on peut comme éviter 95% des menaces. Pour les gens de chiffre, on aime voir ça. Alors, merci beaucoup. Merci à nos auditeurs. J'espère que vous avez apprécié le contenu. N'hésitez pas à partager avec vos collègues et amis. Vous pouvez toujours nous retrouver sur nos réseaux sociaux également. Et je vous invite à vous abonner à nos communications pour nos prochains épisodes de On parle techno. Merci beaucoup.